Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Parmi les invités qui ont accepté de venir s'exprimer, vous n'êtes pas officier de police judiciaire. Donc effectivement, moi c'est le côté plus police nationale, donc un peu différent de la gendarmerie nationale. Quand nous on intervient sur la scène de crime, c'est à la demande de l'OPJ, donc de l'officier de police judiciaire. C'est donc lui le directeur d'enquête qui donc nous demande assistance technique sur la scène de crime. Et donc nous, notre rôle, ça va être dans un premier temps en fait, de figer les lieux, que plus personne ne rentre sur la scène de crime, de préserver ce qu'on appelle les traces et indices susceptibles d'apporter manifestation de la vérité. Et ça va être surtout donc, de rechercher toutes ces traces et tous ces indices qui peuvent nous apporter quelque chose dans l'enquête. Autant vous dire qu'on a toute une partie du XXe siècle où on va avoir une vraie traversée du désert. La France d'Alphonse Bertillon et de Locard était montrée en exemple dans le monde entier. Dans la première moitié du XXe siècle, beaucoup moins. Et puis, au début des années 60, à la fin des années 60, début des années 70, c'est un désastre. Je suis allé dans les années 70 au BKA, je disais, mais c'est un autre univers ici. Chez les Allemands, c'était très, très différent. Il y avait déjà des avancées dans tous les domaines. Et puis, il y a eu, heureusement, le plan de modernisation, le plan JOX de 1985, qui a changé complètement les choses. Et à partir de là, on a créé la profession de technicien de scène de crime. On a recherché plein de méthodes de révélation des empreintes digitales sur tous les supports. On a recherché la révélation du sang. Vous savez, pendant très très longtemps, et je vois dans certains feuilletons du passé, on nous fait croire qu'on était capable de faire la différence entre du sang humain et du sang animal tout de suite, à l'époque. Pas du tout. Il fallait que ce soit en laboratoire, et puis on ne vous disait pas grand-chose. On vous donnait au mieux le résus du sang. Donc vous ne pouviez pas, à partir du sang, dans les années 1930, dire on a bien affaire au même. On pouvait exclure, en gros. Donc, 1980, année 1980, le plan de modernisation JOX, et puis, et je le dis devant le général Daoust, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble, la gendarmerie, à partir de ces années 80, s'est mise, elle aussi, au diapason. Elle a rattrapé un très grand retard, et elle l'a fait de façon assez exceptionnelle, pour en arriver aujourd'hui à des méthodes de travail partagées par les uns et les autres dans de très bonnes conditions. C'est vrai. Après, ce qu'on fait sur les scènes de crime, là on parle vraiment de scènes de crime, homicide, viol, vol à main armée, généralement le budget est assez élevé, mais ce qu'on fait sur les scènes de crime, c'est qu'on va absolument tout relever. Parce que sur la scène de crime, en fait, vous ne pouvez intervenir qu'une seule fois. Donc si vous ne prélevez pas tout, vous ne pouvez pas dire « Ah ben on a oublié quelque chose la semaine dernière, on va retourner sur place ». Forcément, vous allez avoir des traces qui vont être dégradées, polluées par les différents intervenants, par les badauds, etc. Donc en fait, vous allez absolument tout prélever, conditionner sur la scène de crime. Il faut savoir qu'une scène de crime, quand vous intervenez, en fonction de l'infraction, ça peut durer, on va dire, 1 heure, 2 heures, mais ça peut durer aussi 9, 10 ou voire plusieurs jours. Donc ça, c'est important. Et en fait, une fois qu'on va tout conditionner et tout donner à l'enquêteur, donc sous scellé, c'est lui qui va en fait envoyer avec une certaine priorité. Et nous, c'est ce qu'on lui dit. En fonction de ce qu'on a fait comme prélèvement, je te conseille d'envoyer en priorité ces prélèvements. Justement, il va envoyer, par exemple, si vous avez fait, j'ai déjà fait sur un vol à main armée dans une banque, on avait fait quasiment 200 prélèvements. Ouais. On lui avait dit, voilà, dans un premier temps, envoie ces 15 premiers écouvillons biologiques. Si on a un retour, bah c'est super, c'est intéressant. Si on n'a rien, on envoie une deuxième vague et on gagne un petit peu d'argent comme ça.
On parlait au début de l'émission, au début de notre rencontre, on parlait des a priori ou des idées toutes faites. Il y a une idée toute faite, c'est pour ça que quand je parlais de l'inhumanité supposée de la justice ou des enquêteurs, etc., c'est simplement parce que peut-être que eux, de leur côté, ils ne peuvent pas se laisser envahir par leurs émotions. Eh bien, il y a des techniciens, des enquêteurs, on va les retirer, on ne va pas les mettre. Oui. Les affaires avec les enfants, par exemple, on en parlait tout à l'heure, parce qu'ils sont papas. Et dès qu'il y a un enfant, ils vont perdre leurs moyens parce qu'ils vont s'identifier en tant que père. L'autre, chacun a une histoire qui fait qu'à un moment, il se mettra en retrait sur une certaine affaire criminelle, parce que là, ça serait l'affaire de trop, psychologiquement, qui ferait comme ça. Et je pense à ce que vous disiez tout à l'heure, Sébastien, sur la promenade des Anglais, où il y avait une équipe à moi qui faisait l'ADN rapide sur les victimes au fur et à mesure. Et j'ai le colonel Tiburce qui était là, qui va faire un prélèvement sur une victime. Et il y avait encore la maman. Il y avait la maman qui tenait dans ses bras son petit garçon. Et elle dit, mais pourquoi vous voulez faire un prélèvement? C'est mon fils. Madame, parce que c'est le protocole scientifique et c'est le protocole, c'est la procédure pénale. On est obligé. Mais c'est mon fils. Vous allez me le prendre. Oui, mais... Et il a 3 enfants, Nicolas. Et il me dit, j'ai passé le relais. Je me voyais en train de tenir un de mes enfants. Et je ne pouvais pas lui dire non. Ouais. Donc il a fallu que ce soit quelqu'un d'autre qui lui dise, madame, accompagnez-nous, on va s'occuper de lui, on va faire les prélèvements, on vous le rendra après. Ouais. Donc il y a une force psychologique qui tape et qui frappe, mais de plein fouet, les enquêteurs et les techniciens sur la scène de crime. Et là-dessus, ça impacte tout le monde. Mais tout le monde a une mission, il veut l'accomplir pour les familles. Voilà. Y compris les magistrats, je pense, on va clore cette séquence avant de donner la parole à un autre de nos invités, Thierry Lezeau. On ne peut pas ne pas penser ce soir à Renaud von Ruymbeck. Bien évidemment, oui, je voulais avoir un mot pour lui. Il nous a quittés il y a quelques mois maintenant, à l'issue d'une longue maladie. Sans lui, l'affaire Caroline Dickinson ne serait pas sortie, ça je le dis. 3 ans et demi, un magistrat, moi j'en avais très peu vu dans ma carrière comme ça, tout le temps avec nous, toutes les semaines, aux réunions, des points retour sur ce qu'il nous avait donné à faire, un soutien aussi, une motivation. Ouais. Et là on parlait de budget tout à l'heure, il a exposé tous les budgets. Oui. Lui, il avait le carnet de chèques de la cour d'appel. Ouais. Et... Ah non, mais voilà, lui, c'était pas des obstacles, c'était pas, voilà, il fallait passer au-delà. Absolument. Mais vraiment, et je veux lui rendre hommage ce soir. Voilà, je vous remercie tous, et nous allons continuer maintenant en donnant la parole à un autre général qui est des nôtres également ce soir, le général David Galtier. Vous avez fréquenté beaucoup d'affaires criminelles. Celle qui vous a peut-être le plus ému, marqué, c'est le suicide du copilote de la Germanwings. En effet, merci Jacques, bonsoir, et bonsoir François. Et je salue aussi mes anciens camarades et collègues. D'ailleurs, c'est beaucoup plus difficile de parler devant eux. Ils me disent que c'est eux qui ont la pression, c'est pas vrai. C'est moi qui ai la pression de parler devant eux, parce que quand on travaille pendant 3 ans et demi sur les affaires Caroline, 10 ans pour certains sur les fiancés de Fontainebleau et d'autres affaires que vous retrouverez bien sûr dans ce livre. Oui, vous avez évoqué l'attentat de Nice, j'y étais aussi avec toi François, et nous avons participé avec nos collègues policiers, et ça reste traumatisant, mais il y a eu après encore plus que 87 morts, il y a eu les 149 victimes du crash de la Germanwings, et j'étais encore là, patron, décidément je suis un peu chat noir,
Mais vous en croiserez un autre, c'est Jacques Fonbonne, je crois. Il est pas mal dans son style aussi. 149 victimes. J'étais le patron de la gendarmerie de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la zone sud. Et c'est quelque chose d'inoubliable, en effet, parce que je suis pratiquement le deuxième avec le procureur de la République sur les lieux, Brice Robin, que je vais chercher en hélicoptère à Marseille. Il était en pleine réunion au mois d'avril. Vous savez, à Marseille, il fait déjà chaud, donc on est déjà en costume léger. Je lui dis, prenez une canadienne et des chaussures de montagne. Et pourquoi ? Ben, je vais vous amener à 2000 mètres d'altitude. Ah, bon. Et on se retrouve avec l'hélicoptère dans cette espèce de no man's land. On ne reconnaît plus rien, on ne voit rien. Et on n'imagine pas qu'un avion qui fait plus de 70 mètres de long a totalement disparu dans la montagne des Trois-Évêchés. On n'arrive même pas à l'imaginer. Et c'est uniquement le fait que l'hélicoptère dépose les gendarmes du peloton de gendarmerie de haute montagne et les techniciens d'identification criminelle sur les lieux avec les premiers secours qui nous fait dire oui, nous sommes sur les lieux. Mais où est passé cet avion ? Il est complètement détruit. Il est parmi ces milliers de petits morceaux métalliques que l'on voit se refléter sur cette montagne, sur ces roches noires, et c'est ce qui nous donne cette impression. Et effectivement, nous allons rester là, pour le coup, avec une scène de crime qui va durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, dans un no man's land. Il n'y a aucune piste qui y mène, et seul le moyen héliporté permettra de faire les constatations techniques. Et il s'agit là, pour encore une fois répondre à la demande des victimes et surtout des parents de victimes, pour honorer les victimes et répondre à la demande des parents, d'essayer de reconstituer ce que l'on va pouvoir faire sur l'ensemble des parcelles de corps, parce qu'il s'agit là malheureusement de parcelles, et donc faire la totalité des prélèvements. Et c'est à cette occasion qu'on fera, je crois, une première, qui est un laboratoire en réalité déporté directement sur les lieux à Seine-les-Alpes, sur la Seine, pour pouvoir faire le maximum de prélèvements et reconstituer le maximum de parties de corps pour les remettre ensuite aux familles. Merci beaucoup, David Galtier. Merci. Partie de ces experts qui ont envie de partager avec le public l'expérience de vos expériences finalement et de raconter votre métier. Vous êtes responsable de l'unité médico-judiciaire de Marne-la-Vallée. Donc il y a une grosse équipe avec vous. Et en fait, quand on parle de médecine légale, on pense à l'autopsie, aux morts, aux victimes. Et en fait, 90% de votre temps, vous les passez avec des vivants. Eh bien oui, parce que la médecine légale, elle est maintenant dans des unités médico-judiciaires. On parlait de révolution dans les années 84, les directives, mais il y a aussi l'arrivée des empreintes génétiques, l'ADN de Jeffreys. Et il y a aussi d'une autre façon, en 85, l'ouverture de l'unité médico-judiciaire de l'Hôtel-Dieu. C'était sous l'impulsion du procureur Davnas qui voulait avoir une médecine légale de qualité. Une médecine légale de qualité, c'est pouvoir répondre à tous les besoins du judiciaire pour tout type de victime. Alors nos victimes, elles ne s'arrêtent pas à la victime vivante. Bien évidemment, ça peut avoir une scène de crime, mais tout à l'heure, j'entendais parler que certaines victimes, et c'est vous qui le disiez, le nombre d'homicides qui se retrouvent vus par un médecin légiste plutôt en réanimation parce qu'ils sont en tentative d'homicide, 3 coups de couteau, 5 coups de couteau ou des balles qui sont arrivées dans le thorax de la personne, elle est en réa et on va se retrouver dans des milieux de réanimation neurochirurgicale. On est un peu partout. Et bien évidemment, là encore, des scènes de crime qui sont des scènes de crime qui nous sont réservées particulièrement. Je l'évoque dans mon dernier livre, Médecin légiste, qui sont ces victimes d'agressions sexuelles, où on va être sur à la fois dans le plus intime de la victime et à explorer aussi une scène de crime avec tout ce que ça nécessite de technicité, parce que c'est une enquête judiciaire criminelle, le viol est un crime, et aussi d'éthique et de considération pour la victime qui peut avoir tout âge,
Pour vous donner une idée, en moyenne, les agressions sexuelles chez les mineurs, elles ont 8 à 9 ans dans le service. J'en dirige 2. Vous m'avez dit celui de Marne-la-Vallée, mais je dirige aussi celui de Compiègne. Eh bien, dans cette grande banlieue parisienne, hein, mais aussi dans la proche banlieue, puisqu'on échange beaucoup avec nos collègues de la région Île-de-France, eh bien, on a ces victimes très jeunes et ces problématiques qu'on rencontre de façon permanente. Donc, oui, sur la scène de crime, quel que soit le crime. Alors, on a entendu parler de techniques qui avançaient. Eh bien, les techniques qui avancent font que le médecin légiste qui est parmi ceux qui est habillé en blanc, vêtu exactement pour préserver les traces et indices, qui intervient en dernier parce que malheureusement nous sommes très souillons et lorsqu'on va déshabiller un corps, bah forcément on va changer, on va polluer la scène, donc on doit être les derniers intervenants scientifiques en apportant des éléments, mais bien évidemment notre action va faire, quand on nous dit regardez s'il n'y a pas de plaie dans le dos, eh bien on va bouger le corps et nous allons polluer la scène de crime. Donc on a cette partie-là et on veut aller plus loin et on veut apporter les traces et indices les meilleurs. Et aujourd'hui, on n'a pas pu, pour des raisons techniques, vous les projeter, on est dans de l'imagerie et de l'imagerie 3D. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle l'autopsie virtuelle, la virtopsie. On va passer un corps dans un scanner, on va pouvoir le visualiser avec une précision tout à fait parfaite. Alors ça apporte quoi? Ça apporte le fait que le corps peut être vu par tranche de 1 mm. Vous imaginez la précision qui est supérieure au regard d'un légiste, même d'un vieux légiste. Et ça va permettre de regarder l'ensemble du corps sans aucune effraction. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le regarder dans les meilleures conditions. Pour vous donner un exemple, par exemple, une question tout à fait basique, jusqu'où a été enfoncée la lame? Eh bien, le magistrat, on en parlait au tout début, va se poser la question de savoir si ce sont des violences avec arme ou une tentative d'homicide. Et souvent, il va se dire que si la lame a été enfoncée très profondément, il y avait là tentative d'homicide, on voulait tuer. Eh bien, la lame qui s'introduit dans un corps va pousser une petite bulle d'air devant elle. Cette bulle d'air va rester dans les tissus, va être visible numériquement quand on va reconstituer le corps. C'est un scanner, mais on le fait en 3D. Et on va pouvoir avoir cette réponse au magistrat. Ce sont des éléments qu'on peut apporter. Des éléments qu'on peut apporter avec une extrême précision parce que, outre ce millimètre, on a une possibilité sur ces corps que l'on ne touche pas. Hein. Ils sont dans la housse, on respecte totalement les traces et indices, on pourra faire de l'ADN, on pourra rechercher des empreintes, tout est possible. Eh bien, ces corps, on va pouvoir les scanner avec le maximum d'intensité de nos appareillages d'imagerie. On ne peut pas le faire chez quelqu'un de vivant, on ne pourrait pas vous faire un scanner avec ce même dosage d'ions de rayonnement X. Il y aurait trop de risques, il faut une radioprotection. Là, sur un corps, eh bien, ça ne pose aucun problème. Donc on apporte tous ces éléments, et on apporte des éléments qui permettent aussi que ce corps, une fois reconstitué, une fois modélisé en 3D, je regrette encore qu'on ne puisse pas voir nos images, eh bien, puisse être aussi envoyé, transmis. Je crois qu'il y a un projet Janus à la Gendarmerie nationale qui est de pouvoir transmettre des images de scènes de crime et on peut intercaler, mettre cette image numérisée dans l'image numérisée qu'ont fait les enquêteurs sur place avec leurs équipements laser, leur équipement qui permet de bouger le corps, de le restituer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple en balistique, on a tous connu, commence à être un peu chenu dans le métier, des moments où le légiste mettait des tiges qu'on enfonçait, des tiges métalliques, et le balisticien déterminait du mieux possible, mais en se rappelant un petit peu la trigonométrie de son lycée. Eh bien là, on a effectivement des mesures qui sont au millimètre ou demi-millimètre près. On a des choses sur lesquelles les calculateurs vont pouvoir nous dire le tir n'a pu être fait que par un tireur à genoux qui était à 2,50 m et dans telle direction. Ce sont des éléments extrêmement importants, sans avoir touché le corps, à la suite de quoi, bien évidemment, les actes de l'autopsie vont pouvoir avoir lieu, mais qui vont, lui, le dégrader, parce que à ce moment-là, on va l'ouvrir, donc forcément fausser des éléments. Alors, l'autopsie d'un corps peut faire basculer une enquête. Par exemple, le médecin légiste peut proposer ou émettre l'idée que le suicide dont les enquêteurs lui ont parlé, par exemple, n'a pas été, enfin que le corps n'est pas le corps d'un suicidé,
mais le corps de quelqu'un qui a été tué volontairement et dont l'assassinat a été maquillé en suicide. Oui, notre idée, c'est d'essayer, avec tous les arguments scientifiques et médicaux, de comprendre les minutes avant le décès. Pourquoi ? Parce que ça va être très important pour le positionnement de la personne. La personne a pu avoir une phase agonique une fois blessée, bouger, puis au moment de la mort, du fait de la rétraction, du fait des phénomènes de contraction du corps, de modification post-mortem, encore bouger. On va le retrouver à 2 mètres d'une arme qu'il a pu utiliser, ou au contraire, on va comprendre de la gestuelle qu'on retraduit par l'examen, par les constatations autopsiques, qu'il ne s'agit pas d'un suicide, que la distance pour pouvoir actionner la queue de détente n'est pas suffisante, en mesurant le bras, en regardant ces éléments, en pensant évidemment que non seulement il faut le mesurer, mais il faut le mesurer avec un doigt qui est en train de se recourber. Tous ces éléments-là vont être extrêmement importants et s'ajoutent à tous les éléments de constatation qui sont ceux des enquêteurs. Dernière question. La date de la mort est toujours une question qu'on pose au médecin légiste, mais à laquelle il ne peut pas répondre souvent. Alors, scientifiquement, on a beaucoup de mal. On a utilisé beaucoup de techniques. On a utilisé l'entomologie, par exemple, mais il faut que toutes les espèces soient là. Alors, si c'est en milieu naturel, ça va être efficace. Si c'est en milieu urbain, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a plus de mouches au 8e étage et puis il n'y a pas toutes les escouades. Peut-être qu'on va avoir des choses extrêmement importantes. On parlait des traces numériques et je pense que très bientôt, le dernier appel passé sur un téléphone, la dernière vibration d'une montre connectée va nous apporter des éléments extrêmement importants. À l'heure actuelle, par exemple, on fait déjà l'analyse des pacemakers des personnes qui en portent, qui sont lues et qui vont nous dire exactement à quelle heure il y a un arrêt de l'activité cardiaque, non pas l'heure du constat du médecin qui va intervenir ou du médecin qui, sentant le corps qui est encore chaud, va essayer une réanimation, mais véritablement l'heure où il y a eu un décès. Ces éléments numériques, eh bien, le progrès est là aussi et ce sera des éléments qui seront forcément utilisés dans la médecine de demain, la médecine légale, pour les morts et les vivants, comme le dit mon titre. Merci infiniment, Bernard Marc. Merci de m'avoir. Parliez, mais vous allez en parler tout à l'heure un peu plus longtemps, des premières interventions d'un corbeau. Et vous, Laurence Lacour, à cette époque, c'est-à-dire 1984, au moment où on découvre le cadavre du petit garçon de Grégory Villemain dans la Vologne, vous êtes journaliste à Europe 1 et on vous envoie sur place ? Oui, je suis en charge de l'actualité dans l'Est de la France. C'est mon premier poste à Europe 1. Ce fait survient dans ma zone et donc je me rends sur les lieux sans discuter la chose. Vous partez pour quelques jours et vous allez rester quasiment à épisode, mais 4 ans sur place. Alors nous partons pour quelques heures. J'étais à l'époque avec Denis Robert de Libération. On est partis ensemble dans la même voiture, sans penser à prendre des affaires pour le soir. Et puis effectivement, cette affaire nous a tellement happés les uns après les autres que nous sommes restés plusieurs semaines et puis ensuite plusieurs mois. Et au moins, elle finira par occuper ma vie pendant 10 ans. Donc, effectivement, c'est une partie de mon existence. Oui, alors c'est une grande partie de votre existence. C'est un livre aussi qui s'en est suivi en 2008 ou 2009. Alors, la première édition est parue en 1993, il y a déjà un certain temps. Oui. Et puis ensuite... Le bûcher des innocents. Le bûcher des innocents, absolument. Voilà. Et ensuite, j'ai été amenée à faire 2 fois, je crois, une réédition de façon actualisée, mais je n'ai plus rien fait depuis 10 ans maintenant. Et il faudrait, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses. Mais ça, c'est Thibaut qui les connaît mieux que moi. Oui, d'accord, mais je parle de vous, là. Quand vous avez fait ce livre, Le bûcher des innocents, vous revenez sur ce naufrage judiciaire, policier, du magistrat en charge de l'enquête.
on ne va pas rappeler là, toute l'affaire Grégory, mais un certain nombre de décisions du juge d'instruction Jean-Michel Lambert à l'époque ont produit des catastrophes judiciaires, on peut en parler comme ça, et peut-être aussi, certainement, la mort d'un homme qu'il avait lui-même soupçonné, Bernard Laroche. Et des journalistes sont intervenus dans cette affaire aussi, et pas tous avec un esprit d'information du public. Bon, bref. Tout le monde a sa part. Tout le monde a sa part. Oui. Certains plus que d'autres, mais tous ceux qui ont, comme moi, contribué à faire de cette affaire ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire d'abord un psychodrame national, et puis ensuite un pan de la mémoire collective, tout le monde a forcément sa responsabilité. Oui. Et c'est ça, moi, que j'ai essayé d'étudier et d'expurger de ma propre vie, parce que j'étais jeune, donc j'ai fait des erreurs, je ne connaissais pas le fonctionnement de l'institution judiciaire, donc j'ai été amenée à dire des choses inexactes qui n'ont pas forcément eu des conséquences dramatiques, mais forcément, j'ai été dans un mouvement collectif dont l'acmé, évidemment, a été l'assassinat du premier inculpé, Bernard Laroche. Et ça, c'est le fantôme qui hantera toujours cette histoire, et ceux qui l'ont forgé, voilà, puisque nous en sommes tous forcément quelque part responsables. Et puis, il est, je pense, rarissime que dans un fait divers, eh bien, d'une part, les journalistes s'impliquent à ce point, et d'autre part, on voit mourir l'un des acteurs de cette histoire qu'on a vu 2 jours avant, que l'on voit sombrer les parents de l'enfant qui vont devenir les parias d'une société pendant une certaine époque, et puis tout cet enchaînement de malheurs, Donc oui, il y a des responsabilités plus importantes, effectivement, d'incompétence ou de malhonnêteté, beaucoup d'ailleurs, mais il y a quand même un magma collectif qui survient sur un terreau sans doute fertile, c'est-à-dire c'est la fin d'une époque, les systèmes sont usés, système judiciaire, système policier, il n'y a pas, on l'a dit assez ce soir, de police scientifique, donc on arrive tous à un moment là où le tissu est complètement craquelé, et puis les circonstances font qu'il va se déchirer totalement. Oui. Et c'est ça que moi j'ai voulu comprendre, analyser, et comprendre qu'est-ce que j'étais, pardonnez-moi l'expression, venu foutre là-dedans, ce qui ne correspondait ni à mon éducation, ni à mes études supérieures, etc. C'est d'abord pour moi que j'ai fait ce livre dans un premier temps. Tant mieux s'il a eu une résonance au-delà de ma propre personne, et c'était quand même le but. Mais ça vous a conduit donc à tourner la page d'un métier qui vous avait passionné. Ah oui. Moi, j'en ai tiré la leçon majeure, c'est-à-dire que c'était fini entre ce métier et moi. J'avais 30 ans à l'époque. C'était il y a longtemps. Et vous n'en avez plus reparlé depuis beaucoup. Vous n'avez de pas cette parlé affaire beaucoup. Ça fait une vingtaine d'années que je n'en parle plus, et je ne sais pas pourquoi vous avez réussi à me faire venir ce soir. Parce que moi, j'étais fasciné par le bûcher des innocents, parce que j'avais envie de comprendre, parce que vous êtes la seule, finalement, dans tous ceux que vous avez évoqués, on va dire, non pas cités, mais évoqués, vous êtes la seule à avoir pris une décision qui était de... Voilà. Bah oui, de dire c'est pas pour moi et je n'ai plus rien à faire là-dedans. Ouais. Mais avant, je fais un peu de ménage. Ce qui m'a effectivement conduite à mettre en cause dans cet ouvrage les journalistes, les avocats, les policiers, moi-même, bien sûr, commencer par moi-même. Et voilà. Puis effectivement, après, j'ai fermé la porte. Et vous, Thibaut Solano, quand vous avez écrit La Voix rauque, vous avez retrouvé cette ambiance dont parle Laurence Lacour, l'atmosphère? Non. Pas vraiment, parce que moi, je me suis intéressé à l'affaire bien plus tard, en 2015. Le livre que j'ai écrit est sorti en 2018. Auparavant, j'avais fait un livre sur une autre affaire criminelle non élucidée, les disparus de la gare de Perpignan. Et en fait, entre les deux, c'était une démarche inversée. Sur les disparus de la gare de Perpignan, qui n'étaient pas résolus à l'époque, Jacques Rançon n'avait pas encore été identifié, j'avais très peu de procès-verbaux. Et c'était essentiellement sur le terrain que j'ai pu mener mon enquête en retrouvant des témoins, des familles, des policiers, etc. etc. Alors que sur l'affaire Grégory, c'est difficile de retourner sur le terrain en se disant « je vais refaire l'enquête ».
après tout ça. Il faut être un peu plus humble. Donc, je suis plutôt parti de la montagne de procès-verbaux pour déjà essayer de défricher le terrain, d'essayer de savoir qui était qui dans cette famille Villemain et cette famille Jacob, qui sont les deux familles au cœur du mystère. Et puis après, j'ai rencontré un certain nombre de protagonistes pour avoir des précisions sur leur vie à l'époque. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment, vous l'avez dit, c'était l'avant. C'est-à-dire les 3 années pendant lesquelles le Corbeau a commencé à harceler la famille Villemain. Il avait plusieurs cibles. Il avait en particulier, je dirais, les parents de Grégory, Jean-Marie et Christine Villemain. À Jean-Marie, il reprochait sa réussite sociale, toute relative d'ailleurs, puisqu'il n'était pas PDG, il était contremaître à l'usine. Et puis il avait une autre cible principale, je dirais, c'est Monique, la mère de Jean-Marie Villemain, et donc la grand-mère de Grégory. Il passait son temps à la traiter de salope, en fait, puisqu'il laissait penser qu'elle avait couché avec tout le monde dans sa jeunesse. Et donc, en fait, c'était intéressant de se pencher sur ces 3 années de harcèlement, parce qu'en fait, on se penchait sur les rivalités, les secrets de famille, les haines et les blessures aussi de cette famille, qui devaient, d'une façon ou d'une autre, éclairer le crime qui allait se produire. Puisque le Corbeau est forcément impliqué dans le crime, puisque 1 an et demi avant l'assassinat, il avait déjà annoncé à Jean-Marie Villemain « Je m'en prendrai à ton mioche ». Voilà. Donc il fallait revenir dans ces secrets de famille pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de ce Corbeau et donc qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de ce tueur. Moi, j'ai tiré une grande leçon de cette histoire. Tout ça est arrivé parce que nous nous laissons fasciner par le malheur des autres. Donc, pour moi, ça a été la leçon absolue. Et depuis, je n'ai pas de fascination, je n'en ai plus, je ne m'intéresse plus. Je suis désolée, je fais un peu tâche ce soir, mais je ne m'intéresse plus aux affaires criminelles, si tant est que je ne m'y sois jamais beaucoup intéressée auparavant. Évidemment, je ne suis pas du tout insensible, et notamment à tout ce qui s'est dit ce soir, mais j'ai vraiment, moi, gardé ce traumatisme en moi, c'est-à-dire que je ne veux plus me laisser fasciner par le malheur des autres. Et donc, j'ai mes stratégies d'évitement, à tout point de vue, dans l'audiovisuel, dans l'écrit, et je m'en porte très bien, et c'est ce qui, je pense, a redonné aussi du sens à ma vie après tout cela. Mais c'est bien d'en avoir parlé, en tout cas, d'avoir accepté. Oui, bien sûr, je peux le faire quand même, 20 ans de silence. Vous suivez Thibaut Solano. J'ai lu le livre de Thibaut, bien sûr, je ne suis pas indifférente, etc. Non, mais disons que dans ma vie de tous les jours, je suis très, très à côté de tout ça. J'ai une question, évidemment, de fasciné par l'affaire Grégory. Pardon. Dans les analyses qu'on pourrait appeler les analyses de la dernière chance, l'ADN s'éloigne. Je pense que tous les laboratoires d'analyse qui se sont penchés ces derniers mois sont en échec. Il reste un infime espoir sur la voix, justement, qui a été enregistrée par Jean-Marie Villemain au cours de plusieurs conversations avec celui qui avait la voix rauque. Vous pensez qu'un jour, cet élément pourra permettre d'identifier cet homme ? Alors, en fait, ce qui a été lancé assez récemment, c'est pas une comparaison vocale, c'est une étude de faisabilité pour savoir si on pourrait aboutir à cette comparaison vocale en utilisant notamment des logiciels qui servent dans certaines banques internationales pour identifier la voix des clients qui veulent consulter ou ouvrir leur compte. Donc c'est quand même, on part d'assez loin. Alors la science va très vite et parfois plus vite que ce qu'on ne croit, donc on ne peut pas complètement fermer cette porte. Il faut savoir aussi que l'enquête se poursuit, c'est-à-dire que depuis ces derniers mois et même ces dernières années, le magistrat en charge de l'instruction a continué de chercher des témoins oculaires, a continué de chercher d'éventuels détenteurs de secrets de famille, en se disant qu'il y avait sans doute des gens qui savaient, des enfants, des petits-enfants peut-être même. Maintenant, on peut imaginer un jour une fin de l'instruction, même si Jean-Marie Villemain se battra évidemment jusqu'à son dernier souffle pour ne pas que l'instruction se referme, mais on peut imaginer quelque chose qui ne soit pas forcément un procès d'assises, mais qui soit un non-lieu pour l'histoire, c'est-à-dire un non-lieu
un peu comme celui qui a été constat, quoi. Comment ? Une sorte de constat. C'est ça. Oui. En 1993, il y avait déjà un non-lieu qui avait été rendu, qui avait totalement innocenté Christine Villemain, Oui. vous le rappelez, qui avait pulvérisé toutes les charges Oui. qui avaient été dirigées contre elle, et qui, en même temps, Oui. établissait déjà des pistes qui menaient vers Bernard Laroche, par exemple. On peut très bien imaginer que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, Ouais. il y aura ce non-lieu encore plus fourni Ouais. et qui fasse vraiment la somme, je vous disais, pour l'histoire et même pour le grand public, Ouais. de tout ce qu'on a pu accumuler en 40 ans d'enquête sur les suspects Ouais. qui continuent d'exister aujourd'hui. Ouais. De mémoire, la formulation de la justice par rapport à l'accusation qui avait été portée contre Christine Villemain, en général, on dit, quand on laisse les charges tomber, on dit non, pas en l'absence de traces, mais étant donné Les charges insuffisantes. les charges insuffisantes. Et là, dans l'arrêté, on emploie un autre langage, on dit, étant donné l'absence de charges, ce qui était une manière de l'honorer, finalement. C'était la première fois en droit français qu'était employée cette formule pour absence de charge. Et ça avait été soutenu par le professeur Jacques Léoté, qui était à l'époque directeur de l'Institut. Alors là, quand je dis l'époque, c'est en 92 ou 13, qui donc était directeur de l'Institut de criminologie, qui était entré dans ce dossier très tardivement, 7 ou 8 ans plus tard, qui s'était passionné comme tout le monde, qui avait été convaincu, alors qu'il était entré en face d'elle par l'innocence de Christine Villemain, et qui avait demandé à la Chambre de l'instruction de préciser, voilà, d'écrire cette formule. Ouais. Le président de la Chambre, je ne sais plus qui c'était à Dijon, avait dit mais maintenant cette affaire appartient à l'histoire. Et Maître Léoté avait dit Madame Villemain s'en fiche de l'histoire, je vous demande un acte de courage. Et la Chambre a eu cet acte de courage. Merci beaucoup. Vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, je vais rajouter 2 petites choses qui sont, merci pour vos interventions, et qui font écho à ce que nous disait tout à l'heure le procureur général Jacques Dallès, qui est pourquoi le procureur de la République, maintenant, la loi fait qu'il intervient. Et c'est que, justement, face à cette affaire Grégory, votre livre qui le montre parfaitement bien, les médias qui arrivaient à interroger les témoins avant même que les enquêteurs puissent faire les premières auditions, eh bien, ont nécessité que les médias soient certes tenus informés, mais par l'autorité judiciaire, de façon à ne pas piétiner une enquête, de façon à ne pas interférer au milieu des enquêteurs, des techniciens, etc., où ça a été derrière quelque chose, un chaos permanent, renouvelé. Et cette intervention du procureur permet de tenir les médias à une certaine distance, tout en leur permettant de faire leur travail. Et pour être sur des plateaux télé régulièrement, je sais quelle distance on doit avoir. On peut expliquer une affaire sans piétiner ni les victimes, ni les protagonistes, ni les enquêteurs, ni les magistrats. Merci beaucoup. Est-ce que je peux rajouter une phrase sur ce thème, justement ? Je crois que quelle que soit l'émission des médias, leur qualité ou leur médiocrité, leur abondance, etc., si un jour des choses doivent changer, être réformées, j'en sais rien, ce qu'il faut, c'est que l'opinion publique ne pèse pas sur la décision ni du juge d'instruction, ni de la chambre de l'instruction le jour où elle doit renvoyer, ou alors devant la cour d'assises. Que le public soit informé, c'est tout à fait normal. Mais il ne doit pas devenir partie au procès. Dans cette affaire, l'opinion publique est devenue partie au procès et les magistrats ont toujours agi sous la peur de l'opinion publique. Et ça, c'est absolument intolérable. On en a mesuré les dégâts. Et c'est vraiment cette distinguo qu'il faut savoir faire entre une affaire, oui, connue du public, mais le public n'est pas dans l'affaire. Merci beaucoup. C'est vrai que vous avez eu la vocation, en regardant une série à la télé. Alors, ça fait partie du mythe aussi et de la légende. Disons que j'ai découvert ce métier en lisant un roman et je me suis demandé si c'était un vrai métier.
ou si c'était un métier inventé pour la fiction. Le métier de profileur. Le métier de profiler Ouais. aux États-Unis. Et quand j'ai découvert que c'était un vrai métier en faisant des recherches, je me suis dit, mais pourquoi nous, on n'a pas ça? Comment il se passe dans la réalité, non pas avec des fantasmes, avec des hypothèses, avec des intuitions, mais avec des choses concrètes qui prouvent que quelqu'un a fait quelque chose, notamment sur une scène de crime. Donc votre métier, il commence sur la scène de crime. Alors, notre métier commence sur la scène de crime et il commence en allant sur la scène de crime. Qu'elle est 2 heures et on va partir en urgence. Nous sommes des militaires, des officiers de police judiciaire, donc on est projetable 24 heures sur 24. Donc il commence sur la scène de crime avec les éléments objectifs de la scène de crime. Donc là, on n'est pas sur de la spéculation, on ne range pas les suspects comme on le voit souvent dans les séries, en se demandant qui peut le faire. On a des méthodes, on a des protocoles, on a des tableaux, des questionnaires qui se passent dans un certain ordre. Et la première chose, c'est vraiment la scène de crime et l'élément objectif de cette scène de crime. Donc tous les aspects criminalistiques, même si je me plais à dire qu'il n'y a pas que l'ADN, puisqu'on a aussi des gens qui influent sur l'ADN et qui viennent polluer une scène de crime. Oui. Justement, oui, il y a pas mal de criminels qui vont au bistrot du coin voler un cendrier et jeter les mégots sur la scène de crime. Ça s'est vu, hein, c'est pas du roman. Mais justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce deuxième regard, cet autre regard de ceux qui sont des experts de la science du comportement. Vous venez de parler d'ADN. Par exemple, un mégot sur une scène de crime. L'enquêteur habituel va se dire, ah ben, c'est une bonne source peut-être pour trouver l'ADN de celui qui a fumé ou de celle qui a fumé cette cigarette. Vous ne voyez pas la même chose? Alors on voit la même chose, mais on regarde pas de la même façon. Vous ne vous posez pas la même question. On a eu sur une scène d'enlèvement un témoin qui nous dit que l'auteur, le kidnappeur, a fumé une cigarette avant de s'en prendre à la victime et de l'enlever. Donc ce qui nous intéresse dans ce mégot, c'est évidemment son ADN, mais contrairement aux séries de 52 minutes, quand on a son ADN, il n'est pas forcément dans les fichiers. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de se demander s'il en a fumé plein, s'il l'a fumé complètement. On veut Pourquoi savoir... il a pris le temps de fumer une cigarette? C'est ça. Est-ce que c'est une cigarette Est-ce que c'est une cigarette de courage? Donc, ou est-ce qu'il a pris le temps de regarder la scène? Donc, c'est pas cet élément-là qui va faire le profil d'auteur, parce que ça non plus, ça fait partie du mythe. C'est pas un élément qu'on trouve sur la scène de crime qui a telle signification. Ouais. C'est un ensemble de choses. Donc, on lit pas dans les mégots des choses, mais cet élément-là, il vient avec, par exemple, sur cette scène d'enlèvement, le niveau de prise de risque. Donc, on est un dimanche, il est 16h30, on est en hiver, donc il va bientôt faire nuit. Et en fait, il va être vu par plein de témoins. Et donc, quand on cumule la prise de risque et tous ces éléments-là, ben, en fait, ça contribue à nourrir ce profil d'auteur. Et le profil d'auteur, ça part de ces éléments objectifs. C'est fait pour comprendre le type de personnalité potentiellement capable d'avoir commis le crime. On peut prendre un autre exemple que je n'invente pas parce que je l'ai lu dans une interview que vous avez donnée à un confrère journaliste. Vous parliez d'une scène de crime particulièrement sauvage. Mais on avait retrouvé la victime avec un voile sur le visage, qui lui cachait le visage. Ce qui est important, c'est de savoir quel est le premier intervenant et dans quel état était la victime. Et si elle a été recouverte par la première personne qui l'a trouvée, ça arrive dans un geste humain que la personne qui découvre le corps le couvre, parce que c'est insoutenable. Ouais. Et on veut savoir si c'est cette personne-là ou si c'est le tueur. Et ouais. Ça peut avoir des significations en termes de comportement, de conduite de réparation. Mais là encore, c'est pas automatique. Cet élément-là ne fait pas le profil d'auteur, ça vient le nourrir. Est-ce que vous aidez également, finalement, dans ce contexte, une magistrate ou un magistrat? Mais je pense à une magistrate, évidemment. On pense à la même magistrate. Oui. À partir du moment où il y a mise en examen, on ne doit pas pouvoir intervenir. Pour un interrogatoire d'un mis en cause ou d'un tueur en série avéré, quoi. Oui, là, c'était des conditions particulières et une mission très particulière qui était adaptée à ce tueur en série
et au fait que c'était sans doute notre dernière chance d'utiliser ces interrogatoires. Parce que, contrairement aux Belges, on ne peut pas y aller tous les jours. Nous, 48 heures, ça passe très très vite. Et ça a marché ? Et ça a marché. Encore une fois, un travail d'équipe. Je ne peux pas dire c'est la question de la juge à tel moment. C'est l'ensemble des choses qui ont permis que ça fonctionne et qu'on ait la vérité. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup parce que vous avez appliqué notre principe, parlé de la réalité, et ce qui vous anime, évidemment, c'est la recherche de la vérité. Oui, c'est vraiment la recherche de la vérité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on travaille même parfois des dossiers prescrits. Parce qu'aujourd'hui, je suis la chef de la division des affaires non élucidées, qui n'est pas la division des cold cases, je précise, qu'il y a des affaires qui ont 2 heures, 2 semaines ou 40 ans. Et la recherche de la vérité, c'est le plus important. Parfois, on n'aura pas ce qu'on veut. Il faut le faire, le deuil d'aller jusqu'au bout avec un jugement, une condamnation et une peine. Mais parfois, la vérité, c'est ce qu'on cherche le plus. Et c'est ce qui anime les 25 personnes absolument incroyables de ma division. Alors, il y a une question que je n'ai pas envie de vous poser, parce que la réponse ne serait pas, enfin, j'ai pas envie d'avoir votre réponse là-dessus. Ah mince. Mais je profite de la présence de François Daoust pour lui poser la question. Les enquêteurs de gendarmerie ou de police nationale se méfient beaucoup des profileuses. Alors, oui et non. Au tout début, on a quelques souvenirs communs, ils étaient assez réticents. Oui. C'est-à-dire qu'ils avaient de jeunes OPJ, je passe la parenthèse de l'essai de l'expertise, de jeunes OPJ qui venaient dans un métier et à un moment où eux étaient des enquêteurs chevronnés, qui avaient passé vraiment l'aune de plusieurs années pour qu'on leur confie des directions d'enquête, et il fallait qu'ils prennent en compte l'avis de ces jeunes OPJ, en disant, au début, il y a eu quelques frictions. L'intelligence qu'elles ont eue, c'est elles ont fait avec eux ce qu'on fait dans les interrogatoires, c'est-à-dire elles ont établi un dialogue qui leur ont fait comprendre qu'elles n'étaient pas là pour leur prendre leur place, mais au contraire pour combler des vides et faire en sorte que celui qui sera interrogé, on trouve la phrase, l'élément qui va être le déclencheur pour que le catharsis qui puisse libérer sa parole. Il y a autant de psychocriminologues hommes que femmes ? Non. Il y a une grosse dominante féminine. Oui, parce qu'en fac de droit et de psycho, c'est quand même souvent des femmes et qu'il faut être passé par le droit ou la psycho ou le droit pour arriver chez nous. Mais c'est vrai qu'on pourrait dire qu'ils se sont méfiés au début, mais ils ont toujours été animés par la même chose, élucider leur dossier. Exactement. Alors, s'il faut faire confiance à des officiers de police judiciaire, déjà, c'est rassurant, parce que c'est des gendarmes. Sur le tout premier dossier, une fois qu'il a été élucidé, c'était mon premier, et par chance, il a été élucidé. Ensuite, je demandais à ce directeur d'enquête d'appeler les autres directeurs d'enquête en France en disant « Je voudrais bien ce dossier-là, si tu peux lui demander ». Et donc, lui me servait de VRP. Il appelait en lui disant « J'ai testé, franchement, aujourd'hui, on a eu des aveux, donc vas-y, tu peux faire confiance ». D'ambassadeur, je vous remercie beaucoup, Marie-Laure Brunel-Dupart. Nous revenons à un thème qui est habituel dans les affaires criminelles, c'est-à-dire le rôle du médecin légiste, que vous occupez d'ailleurs, esqualité, si j'ose dire, puisque je crois que c'était à l'hôpital de Garches que vous avez été formé. Et à ce titre-là, comme Bernard Marc, qui était notre invité hier, vous fréquentez également plus de vivants que de morts. On en a la preuve ce soir, d'ailleurs. Oui. En fait, moi, mes patients, c'est assez souvent vous, les futurs morts, et puis c'est
soyons optimistes quand même. Oui. Et puis c'est les morts du passé, alors qu'ils soient très très anciens. Mon plus vieux patient a 3,2 millions d'années, c'est Lucie, ou des corps beaucoup plus récents dans un contexte de médecine légale en effet, qui sont des squelettes retrouvés dans un champ par exemple, ou des suicides, des homicides, ou ce genre de choses. La médecine légale en fait ne connaît pas, on vient de le voir avec ma collègue lieutenant-colonel, on n'a pas de limite de temps en fait. La médecine légale est un principe qui, que ce soit dans la gendarmerie, dans la police ou dans la médecine civile, si je peux dire, eh bien, s'applique sans aucune limite de temps. On est libre de faire des diagnostics, même quand on a un tout petit bout et même une trace simplement, voire une silhouette. Alors, moi j'ai en tête des titres de livres que vous avez écrits. Scène de crime, scène S-E-I-N-E, évidemment. Bon, vous avez une passion particulière pour les affaires criminelles ? Alors, je n'ai pas de fascination pour la mort. Je ne suis pas un ancien gothique repenti. Je travaille beaucoup dans les catacombes de Paris. Et on a fait une semaine de fouilles, d'ailleurs, dans les catacombes la semaine dernière pour travailler sur l'état de santé de la population parisienne et francilienne. Non, moi, ce qui m'intéresse, littéralement, c'est de faire parler les morts. Et quand je dis faire parler les morts, c'est au propre comme au figuré. En ce moment, avec un des thésards du laboratoire, Robin Baudouin, on est en train de reconstituer la voix d'Henri IV. Parce qu'on a, je vous prends pour exemple, mon général, on a la tête d'Henri IV qui est conservée jusque ici, à la jonction entre les vertèbres cervicales et les vertèbres thoraciques. La vraie tête ou la donc, fausse tête ? La vraie tête. La vraie tête. Maintenant, il n'y a plus aucun doute possible. D'accord. Il n'y a plus aucun doute possible. Et donc, on a la corde vocale, on a une partie de la trachée, on a la langue, on a tout l'appareil respiratoire supérieur. Ouais. Et donc, du coup, on connaît également le coffre, parce qu'on a des cuirasses, voilà, on a des données biographiques et biométriques surtout. Et du coup, avec des collègues linguistes et phoniatres qui nous disent comment on prononçait le français en 1610, eh bien, on est en train de reconstituer littéralement la voix de Henri IV. Donc, à la rentrée, vraisemblablement, vous l'entendrez soit déclamer une lettre d'amour à Gabriel d'Estrée, soit, parce que c'est mon petit côté romantique, Ouais. soit dire les premières phrases de l'édit de Nantes, et là, c'est beaucoup plus politique. Est-ce que dans le domaine qui est le vôtre, le domaine de la médecine légale, il y a des progrès que vous attendez ? Où on a parlé récemment, ensemble, hier soir, de la virtopsie, par exemple, Oui. qui permet maintenant, grâce à un relevé... Un scanner Oui, post-mortem et avant Voilà. l'autopsie. Ça permet de faire une sorte d'autopsie avant même d'ouvrir le corps. Ouais. C'est vraiment bien. Pour moi, ça ne remplacera jamais l'autopsie, stricto sensu, parce qu'on a toujours besoin, grâce à Ambroise Paré, d'ouvrir en fait le corps pour avoir d'abord faire les prélèvements, la microscopie, faire les prélèvements de toxicologie et puis voir dans le détail. Donc j'adore les radiologues, mais on pourra quand même jamais se passer de l'autopsie. Non, un truc qui est vraiment une belle avancée récente, c'est la protéomique. Je vous ai cité le mot juste avant, l'identification de toutes les protéines qui composent un échantillon. Alors ça, on l'a testé en médecine légale, mais on l'a testé aussi récemment sur un cas historique. Si j'ai quelques instants, je vous le décris. Oui. Robespierre, exactement. Robespierre, qui a été étalé sur une table, en fait un ancien bureau, le bureau du roi Louis XV quand il était à Choisy, et il a été, en fait, il y a un gendarme qui s'appelait Merda, qui lui a tiré une balle dans la bouche, ou Robespierre qui s'est emparé de l'arme et qui a essayé de se suicider. Bref, le coup est parti, orifice d'entrée intrabuccale, orifice de sortie jugale gauche, donc au milieu de la joue, fracture de la mandibule, 3 dents qui sautent, qui se retrouvent par terre, qui sont d'ailleurs récupérées par des admirateurs, et vous fouillerez dans votre salon, ou voilà, si ça se trouve, elles sont chez vous dans une enveloppe, vous me les ramenez à la fin. Oui. Et ensuite, il est allongé sur une table, et il va se mettre à saigner, à crier, et le lendemain, il est guillotiné, on abrège ses souffrances. Il y avait une tache sur ce bureau qui est maintenant conservé aux Archives nationales et on ne savait pas pendant des années si c'était de l'encre, du café, du viandox, du cacolac ou du chocolat. Et il y avait eu des tentatives avant d'analyse génétique. Et l'ADN qui avait été retrouvé, c'était l'ADN de chèvre. Alors, je ne vous dis pas que Robespierre était un bouc, mais c'est le cuir, tout simplement, qui recouvrait le bureau, le cuir de chèvre, ce qu'on appelle un maroquin, qu'on identifiait. Alors nous, il y a quelques années, on s'est dit, bon allez, on va faire un truc, on va faire de la protéomique. J'ai pris un écouvillon, j'ai tamponné dessus, et ensuite, on a analysé ça au commissariat à l'énergie atomique à Marcoule. On aurait très bien pu le faire dans un laboratoire de police scientifique ou de la gendarmerie nationale. Mais
Voilà, j'ai fait ça en interne dans mon université. On a retrouvé des protéines qui sont des protéines de la langue, de la joue, de l'os, des glandes lacrymales, des glandes salivaires, de la peau également, mais partie profonde, et puis de liquide céphalorachidien. Et c'est là que c'est quand même assez élégant, je trouve, c'est qu'en fait, c'est toute la balistique lésionnelle du projectile à l'intérieur de la bouche, dans la joue, puis à l'extérieur, qu'on a pu reconstituer. C'était bien le sang de Robespierre qu'on identifiait, mais en plus, ça nous confirmait la lésion balistique, et en plus, ça nous permettait de dire qu'il y avait des lésions secondaires. Toutes les maladies auxquelles Robespierre a été exposé pendant sa vie. La variole, la tuberculose, etc., etc. Mais ça, vous le verrez dans un article à la rentrée. Merci beaucoup. Ça va pas faire plaisir. Merci infiniment. Vous êtes l'un de ceux qui s'est le plus intéressé à ce qu'on appelle les cold cases, qui portent un autre nom. Les affaires non élucidées. Est-ce qu'on a avancé de ce côté-là ? Oui, on a beaucoup avancé ces dernières années. Tous les pays du monde connaissent malheureusement, quel que soit leur système judiciaire, des crimes non résolus. Alors quand on parle d'affaires non élucidées, en France, on parle plutôt de crimes non élucidés, c'est-à-dire des meurtres et des viols, et pas des cambriolages et des choses comme ça, c'est-à-dire les affaires les plus graves. Beaucoup de pays se heurtent à cette difficulté de résoudre un crime parce que l'auteur des faits a peut-être eu de la chance, mais il a aussi tout fait pour échapper à la justice. Et donc, ces affaires-là étaient traitées après les autres, et que l'urgence judiciaire est tellement prégnante que les affaires un peu anciennes, on les laissait de côté. On l'a admis pendant longtemps, mais avec l'arrivée de l'ADN dans les années 90-2000, tout ce qui s'en est suivi, on a eu une avancée considérable qui a obligé la justice à réfléchir à l'amélioration du traitement judiciaire de ces affaires. Les premiers enquêteurs ont fait des successions d'erreurs, mais simplement, est-ce que le recul du temps permet de mieux voir clair dans une affaire mystérieuse comme la plupart des cold cases? Étudier un dossier en 2025, un dossier des années 90, c'est avec forcément un nouveau regard et surtout à la lumière de nouveaux outils technologiques qu'on n'avait pas il y a 30 ou 40 ans. Ne faisons pas de l'anachronisme judiciaire en reprochant à nos prédécesseurs des carences, des choses qui ne se faisaient pas à l'époque. Nouveau regard, investissement particulier. Ce qu'on a proposé, nous, c'était la réforme majeure, c'est de spécialiser une justice qui est maintenant basée à Nanterre, avec des procureurs et des juges, dont tout le temps est consacré à ces affaires anciennes. Il y a 120 dossiers en ce moment au pôle de Nanterre, certaines célèbres comme la tuerie de Chevaline et beaucoup d'autres, sachant qu'il y a d'autres cold cases très nombreux dans les tribunaux de France et un peu partout, puisque tout n'est pas centralisé à Paris. Il y a plusieurs centaines de cold cases. Alors est-ce qu'il y a 500, 800, 1000 On ne le sait pas donc. Parce qu'on peut remonter très loin dans le temps. Il y a des dossiers qui ont été clôturés il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. On pourrait considérer que ces dossiers mériteraient d'être rouverts. On a le problème de la prescription. Mais par exemple, si on prend une affaire très récente qui a à la fois bouleversé l'opinion et en même temps attiré l'attention sur une enquête quasiment impossible, c'est Agathe. Il y a 2 affaires. Il y a l'affaire de la petite Agathe dont on parle beaucoup moins en ce moment, qui est retrouvée décédée. On ne sait pas de quoi elle est morte réellement, mais il y a le petit Émile aussi. Oui. Encore plus touchant, parce que là, on est sur un enfant, une affaire qui est quand même très compliquée, qui a bientôt 2 ans d'âge, pas si simple que ça. On espère avoir la solution, et peut-être que ces dossiers, un jour, monteront au pôle de Nanterre. Et là, peut-être que le dossier sortira, mais vous prenez la tuerie de Chevaline, 2012, bientôt 13 ans après, malheureusement, avec un gros travail de la gendarmerie nationale, on est dans une impasse. Combien est-ce qu'il faudrait de pôles cold case en France ? Donc pour l'instant, le choix a été fait d'avoir un seul pôle national, donc basé à Nanterre. On peut imaginer que d'autres pôles soient créés, compte tenu du nombre très important d'affaires, parce qu'aux affaires criminelles avérées, il faudrait rajouter toutes les disparitions inquiétantes, qui ne sont pas forcément des affaires criminelles,
mais qui ne sont pas très bien traités judiciairement, quel que soit l'endroit de France. Donc ça fait beaucoup d'affaires. Et que peut-être, dans un deuxième temps, il faudra créer d'autres pôles interrégionaux avec des gens spécialisés dédiés dans ces affaires-là. Je voudrais que le général Daoust fasse un point sur un des aspects très importants de ce qu'on dit autour des pôles Colcaise, quand même. Ça va mieux sur certains aspects. Ouais. Il y a encore des progrès, une marge de progrès sur d'autres. Mais je reprendrai l'expression que vous avez dite tout à l'heure. Il ne faut pas revenir dans le temps avec les yeux que nous avons aujourd'hui. Nombre de scellés, une fois que l'affaire était ou pratiquement prescrite ou qui est un non-lieu, était stocké dans un endroit oublié, on poussait, il fallait de la place, etc., etc. Et la science arrivant beaucoup plus tard, perdue, eh bien, on ne pouvait rien faire. En revanche, dès 2000, après la création en 1998 du fichier national automatisé des empreintes génétiques, ce fichier est divisé en deux parties. La partie informatique avec les données, les profils, qui est à Écully, et la partie physique qui est à Pontoise. Cette partie physique, c'est le service central de préservation des prélèvements biologiques, où, théoriquement, tous les scellés biologiques des affaires doivent être envoyés pour être conservés. Moi, ce que j'ai voulu démontrer, d'ailleurs, j'avais fait aussi un mémoire d'une 40aine de pages qui a été repris par la commission des lois, pour montrer tous les progrès de la science, et que la science dans tous ces domaines permettait de revenir, dès lors qu'il y avait des scellés, sur ces scellés, et surtout faire des analyses qui n'avaient pas pu être faites à l'époque, étant donné que les moyens et les techniques n'existaient pas. Et c'était priver la justice de réponse, de pouvoir résoudre une affaire. Et par rapport aux familles, c'était presque leur faire injure que d'ignorer cette possibilité. Donc là-dessus, ça avait été... que c'était assez long. Le débat et la présentation avaient duré pas loin de 3 heures, avec derrière des questions, mais pourquoi vous croyez vraiment? Et comme vous le disiez fort justement, mais le droit à l'oubli, mais le droit à l'oubli, il y a quand même une faute contre le public et la sécurité de tous qui fait qu'on ne peut pas, la justice ne doit pas oublier. C'est facile de parler du droit à l'oubli pour les autres, mais si on est concerné, on a une autre attitude. La question qui tue à 1 minute de la fin de la séquence, qu'est-ce qu'il faut faire alors? On attend que l'exécutif, le législatif se réveille? Je sais qu'il y a une pétition, je crois, qui circule pour une augmentation. C'est pas innocent ce que vous dites, oui, parce que c'est une pétition que nous avons lancée avec Christian Porte, qui était là hier, voilà, et qui a obtenu d'ailleurs, à l'heure actuelle, 20 000 signatures. Mais on n'a pas voulu, alimenter cette polémique en mettant la charrue avant les bœufs et en faisant des émissions de radio, de télévision pour dire on lance une pétition. On a lancé une pétition pour savoir comment le public réagissait. Et en quelques semaines, 20 000 personnes qui pensent comme nous, voilà. Mais ils pensent comme nous, ils pensent qu'il faut ouvrir le débat. Ouais. Ça, c'est un débat qui appartient aux citoyens, qui encore une fois peuvent être jurés de cour d'assises, c'est eux qui auront à trancher. Mais c'est aux parlementaires, aux politiques. Il faut montrer des exemples. L'affaire Bonfanti va être très intéressante. Si la Cour de cassation dit l'affaire est prescrite, on verra ce qu'il en ressortira. Et il faut qu'on ait des outils juridiques qui ne sont pas des outils scandaleux, qui sont conformes à notre état de droit, qui permettent aux familles et à la société de se protéger et d'avoir une réponse sur des drames les plus terribles. C'est-à-dire des meurtres, quand même. Qu'est-ce qu'il y a de plus grave, en fait? Donc je crois que sans tomber dans une espèce d'hystérie répressive, etc., il faut qu'on ait ces outils-là. Et il est possible qu'en 2040, même avant, les choses soient réglées, que la loi ait changé, parce que la science en 2040, avec les bactéries, on va encore progresser sans doute dans l'élucidation des crimes. Et encore, je ne vous ai pas parlé des isotopes. Bon, comme on le disait dans le temps, dans la presse, pour en savoir plus, lisez votre quotidien préféré. Ils vous en parleront certainement.
quel est le rôle de la presse ? Est-il positif ou négatif dans le domaine qui nous occupe, c'est-à-dire les affaires criminelles ? Le fait divers, ça touche les gens au cœur d'eux-mêmes, au plus profond des gens. Et c'est pour ça que le fait divers, contrairement à ce que certains pourraient penser, y compris dans notre profession, le fait divers n'est pas un genre mineur. Loin de là. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion. C'est pas un genre mineur parce que ça touche les gens au plus près et que vous n'avez pas le droit de saloper le boulot, pardonnez-moi cette expression. Parce que si vous racontez n'importe quoi, ça va retomber sur les gens, que ce soit les victimes, les familles de victimes, les familles d'auteurs, ça va leur retomber dessus et le malheur va être multiplié par X. Quel est l'impact de la presse, du reportage, du fait de faire savoir ce qui s'est passé? Quel est l'impact à la fois sur l'opinion publique, bien sûr, mais également sur les enquêteurs? Parce que les journalistes de faits divers sont en général sur le terrain. Le journaliste chroniqueur judiciaire, d'abord, il faut préciser une chose, c'est pas un auxiliaire de justice. C'est pas un avocat, c'est pas un juge, c'est pas un procureur. Nous sommes, comme le fait diversier dans une certaine mesure, des témoins privilégiés. Et donc, on a 3 choses à faire au cours de nos comptes rendus d'audience. D'abord, raconter l'histoire, raconter l'audience. Avec la difficulté, c'est qu'on a souvent très peu de temps pour le faire, qu'on soit en presse écrite, en radio ou en télévision. Mais on a aussi un double rôle, et c'est là où je réponds à votre question, c'est d'une part, on doit appuyer sur les bons points ou les mauvais points de l'institution judiciaire. A-t-elle bien fonctionné jusqu'à présent ? Pourquoi on juge avec retard Pierre Chanal dans l'affaire des disparus de Mourmelon ? Pourquoi on juge avec retard Fourniret, on en a parlé il y a un instant, dans un certain nombre de crimes, on pourrait les multiplier. Et puis, deuxièmement, c'est vrai que ça a peut-être été une dérive il y a quelques années, c'est est-ce que le procès tel qu'il a lieu actuellement, dans une salle d'audience, en présence de jurés, pardon de l'expression, mais est-ce que le casting est bon ? Est-ce que le président des assises mène bien les débats ? Est-ce que l'avocat général fait bien son rôle d'accusateur public ? Est-ce que les avocats défendent bien d'un côté les parties civiles et de l'autre côté l'avocat général ? Et c'est vrai, j'ai été pas surpris, mais j'ai noté que dans le dernier procès de Monique Olivier, le procès de la mort, la disparition d'Estelle Mouzin, alors qu'au bout de je ne sais pas combien d'années, et la famille d'Estelle Mouzin, le père, la mère, ses sœurs, ses frères, l'opinion publique pouvait attendre d'avoir un procès digne de ce nom, ben les papiers, ils ont tous été unanimes pour dire que ce procès était mal présidé, que c'était n'importe quoi, que le président était brouillon, que l'avocat général n'était pas à la hauteur, etc. Donc c'est un peu ça. Donc oui, ça répond à la question que vous me posiez, Jacques. Notre présence, elle n'est pas incolore, elle n'est pas inodore. Elle ne doit pas. Elle ne doit pas l'être. Ouais. Alors, voilà. Alors après, c'est une question très difficile. Est-ce que ça influence les jurés ? Oui. Alors il y a un certain nombre d'affaires criminelles où les caméras ont eu le droit, bien avant donc votre émission, de pénétrer, de filmer. Je pense au procès Barbie, au procès AZF, c'est Papon, aux attentats de 2015 également. Ces procès pour l'histoire, qu'est-ce que vous pensez de la démarche ? Elle était à saluer. C'est une démarche de Badinter de la loi 1985 qui considérait à juste titre qu'effectivement, il y avait des procès qu'il fallait tourner pour que ça serve d'exemple, que ça serve pour les archives, que ça serve pour les historiens. Et je vous invite à regarder sur le site de France Télévisions en replay, effectivement, les 3 procès auxquels vous faites allusion, qui sont dans une série qui s'appelle Crimes contre l'humanité. Vous avez le procès Barbie, le procès Papon et le procès Touvier. Bon, j'ai des gens autour de moi qui ont regardé. Il y a une fascination, parce que vous découvrez le personnage de Barbie,
absent à son procès pour la plupart du temps, mais vous découvrez ce qu'était véritablement Maître Jacques Vergès, je n'en dirai pas plus. Papon, vous découvrez un homme de 87 ans, ancien préfet, ancien secrétaire général de la préfecture de Gironde, chargé des questions juives, ancien ministre, qui a un culot énorme, une morve énorme pour se défendre de ce qu'on a appelé un crime de bureau. Voilà, allant à un moment jusqu'à dire écoutez, oui, les convois, c'était des wagons de voyageurs, c'était quand même mieux que des wagons bestiaux. Vous vous rendez compte, sortir ça en cour d'assises devant des jurés, devant des magistrats. Voilà. Procès Touvier. Bon. Après, évidemment, des procès comme AZF, je m'interroge un peu sur l'intérêt que ça peut avoir. Oui. Grâce aux merveilleux archivistes de RTL, j'ai réussi, avec mes fiches de passage à l'antenne, j'ai réussi à décompter ce que j'avais fait en 22 ans de RTL. J'ai couvert 1213 faits divers et un peu plus de 120 procès d'assises, puisque j'ai fait aussi un peu de chronique judiciaire. Sans compter les affaires de police qui marchent mal, les histoires de justice qui sont bancales, enfin bon, voilà. Donc oui, c'est du gros travail, c'est du gros boulot. Enfin, d'abord, quand on aime ça, ce sont des métiers de passion, donc il n'y a aucune raison de ne pas le faire, en essayant de le faire toujours avec rigueur, comme vous le dites dans votre préface, Jacques, parce que les gens nous regardent et nous écoutent. Et les gens, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ils viennent nous voir, ils viennent nous parler, parce qu'il y a des gens qui devraient leur parler et qui ne leur parlent pas. Bon, Jacques Dallès le disait, ça s'est arrangé, les magistrats maintenant informent les familles, mais pas encore assez dans certains endroits. Dans certains endroits, ça va, dans certains autres endroits, ça ne va pas. Et qui on vient voir? On va voir le reporter qui traîne dans le village depuis 2-3 jours. On lui dit, mais c'est incroyable, voilà, on est la famille de la victime, on ne sait pas où on en est et tout. Bon, bah écoutez, on va essayer de voir, voilà, et on essaie de faire notre boulot pour récupérer des informations. Alors, vis-à-vis des enquêteurs, vous en parliez au début, on est un peu des empêcheurs de tourner en rond, parce qu'on peut un peu, non pas piétiner les indices, mais on peut un peu les gêner. Alors, maintenant, aujourd'hui, c'est terminé, parce que vous parliez d'hier et d'aujourd'hui. Alors, vous confirmez que c'est terminé maintenant? Ah bah c'est terminé. C'est terminé. Moi, j'ai encore des contacts avec des confrères qui sont encore beaucoup plus en activité que moi, mais j'ai aussi des contacts avec des policiers, avec des magistrats, et les policiers se planquent, les commissaires de police ont peur de leur ombre, et les jeunes magistrats, ils ne veulent pas en entendre parler, et quelquefois même, ils ne comprennent même pas ce que les flics leur disent. Alors donc, comme ça, tout va bien. Quelle est la raison pour laquelle les flics, pour reprendre votre expression, se méfieraient des journalistes? Il y a des tas de raisons, comme il y a des tas de raisons pour que les journalistes se méfient des flics. Je veux dire, je vais répéter à l'envi ce que disait mon camarade Verdaillan tout à l'heure. Nous ne sommes pas des auxiliaires de justice, ni de police. On n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour raconter ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce que l'on sent. C'est d'ailleurs Jacques Chaput, mon ancien patron à RTL, qui disait ça. Un fait divers, c'est du Simenon. C'est ce que l'on voit sur place, c'est ce que l'on sent, ce que l'on entend. Il ajoutait « et ce que l'on rêve ». Et alors là, je l'arrête tout de suite, parce que ce que l'on rêve, si on tombe là-dedans, ça veut dire qu'on est capable de bidonner une histoire. Donc non, je ne suis pas d'accord avec la fin. Mais les policiers, aujourd'hui, s'ils ont ces réflexes-là, c'est sans doute parce qu'au-dessus d'eux, il y a des gens qui ont dit « les journalistes, c'est terminé ». Les journalistes sont vraiment des gêneurs dans une enquête criminelle? Alors, oui et non. Il y a deux types de journalistes. Il y a les journalistes locaux et il y a les journalistes nationaux. Les journalistes locaux vivent toute l'année avec les unités de police ou de gendarmerie. Il y a un respect mutuel, il peut y avoir des informations qui sont attendez, le procureur nous donnera quelques éléments et on pourra distiller certaines choses. Ou des connivences. Ou des connivences, ou j'allais dire une certaine complicité. Non, c'est côté pénal des choses, c'est pas bien. Oui. Mais une proximité. Et cette proximité,
elle peut être, pour l'avoir vécu, ça peut aller, mais il faut y faire attention. En revanche, quand vous avez une affaire qui se déclenche et qu'il y a des journalistes nationaux, notamment les grands médias télévisés ou autres, qui débarquent, c'est un petit peu comme les fourmis rouges ou la marabunta. C'est-à-dire, on fait oui, 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 et là, tout est rasé. Merci beaucoup, merci à tous les deux. J'ai entendu une émission que tu as consacrée à une affaire que j'ai découverte à travers l'émission, l'affaire Yara. Alors, Gambirasio. Gambirasio, voilà, c'est une affaire qui a défrayé la chronique, comme on dit, en Italie pendant plusieurs années. Gambisario, c'est une petite fille, Yara Gambisario. Elle a 13 ans et demi. On n'est pas très loin de Bergame. On est le 26 novembre 2010. Il fait un temps de chien. Il y a de la neige partout. Il y a de la glace. Et Yara Gambisario, il est 19h30, elle est allée à un cours de gym et elle n'est pas rentrée. Voilà, là on part sur une disparition des plus classiques et des plus dramatiques, parce qu'il faut le dire, Jacques, vous connaissez bien le sujet évidemment, la disparition c'est ce qu'il y a de pire pour les familles. Bien sûr. On se pose beaucoup de questions, on ne sait pas ce qui peut se passer. Alors évidemment les carabiniers, l'équivalent des gendarmes français en quelque sorte, ils prennent l'affaire, ils vont se retrouver dans l'inconnu, parce qu'il n'y a pas d'indice, il n'y a rien du tout, on ne sait pas où est cette petite fille, on va essayer d'avoir des témoignages, les témoignages n'existent pas, les gens étaient chez eux, il faisait très froid, et puis on va, 3 mois après, il faudra 3 mois pour découvrir le corps, d'ailleurs qui n'est pas très loin, qui est à moins d'1 kilomètre de la maison. On va retrouver ce corps dans des branchages. C'est quelqu'un qui fait de l'aéromodélisme, qui va découvrir le corps de la petite fille. On va évidemment voir si elle a été violée. C'est la première chose qu'on regarde. Dès lors qu'il y a ce genre de crime sur des enfants, elle a 13 ans et demi, Yara. Elle n'a pas été violée. Et en fait, elle a reçu des coupures très étranges au cutter. Donc il y a beaucoup de coupures. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais elle n'est pas morte de ces coupures. Elle est morte de froid. Ce qui est terrifiant, parce qu'elle est morte, elle a agonisé. C'est-à-dire qu'elle a été abandonnée par l'auteur. Elle a agonisé dans le froid. Ouais. Sur ce sweatshirt, on retrouve des ADN. Alors ça, c'est intéressant, parce que le premier ADN qu'on retrouve, c'est un ADN féminin. Et on l'identifie très vite, cet ADN. C'est une prof de gym, du club de gym où elle allait, la petite fille, qui aurait touché ce sweatshirt. Alors c'est très bizarre, parce que la prof de gym, elle dit « Mais moi, j'ai pas touché la petite. » Je ne l'ai pas touchée une seule fois, puisque je ne suis même pas sa prof attitrée. Ce n'est pas moi qui donnais le cours. Donc c'est quand même un peu curieux. Oui. Et puis on va trouver un ADN masculin qui est sur l'élastique de la culotte. Cet ADN, il est précieux, parce que c'est une gouttelette de sang. Et les gouttelettes de sang, hein, François, vous connaissez ça par cœur, les gouttelettes de sang, vraiment, ça parle beaucoup. C'est très, très puissant. Donc là, on a un ADN. Ah, c'est important. Oui, mais non, il va falloir remonter cet ADN. Sauf qu'en Italie, contrairement en France, il n'y a pas de fichier à cette époque-là. Depuis, ça a changé. À cette époque-là, il n'y a pas de fichier. Donc, comment identifier un ADN sans le fichier, sans pouvoir le comparer? Alors ça, c'est une question épineuse, et là, on sait qu'on va perdre. On sait qu'on va perdre face à l'ADN. C'est pas possible de remonter cette histoire. Mais les carabiniers, ils s'accrochent. Ils vont prélever 1800 ADN, 18 000 ADN dans cette région qui est assez vaste et assez industrielle. Pour les comparer ça marche pas. On trouve rien du tout. On s'acharne. Il y a une boîte de nuit qui est pas très loin du lieu où on a retrouvé le corps de la fillette. Et là, alors c'est un miracle. Il y a un ADN qui match. Il y a des jeunes hommes qui sont là, qui vont danser le soir. Il y a un ADN qui va matcher. Sauf que cet ADN, il n'est pas complet. François va nous l'expliquer. Oui, et ça rejoint un petit peu un parallèle avec une affaire française dont on a parlé hier. C'est l'affaire Kulik, Élodie Kulik. Eh oui, bien sûr. Où on avait des ADN, mais qui ne matchaient pas au fichier. Oui. Où on a pu avoir, avec l'autorisation de la direction des affaires criminelles et des grâces, la possibilité de chercher un
ADN de parentèle, c'est-à-dire de mettre dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques, de faire passer un ADN en cherchant, grâce à un logiciel, l'ADN, les traces qui étaient relevées sur la victime sont mises dans le fichier, mais au lieu de chercher, d'attendre un match complet, c'est de retenir les matchs sur la moitié des allèles, c'est-à-dire ce qui correspond au papa ou à la maman, ou à un des enfants, parce que ça peut être pour les ascendants et pour les descendants. Et c'est là que sort, pour l'affaire Élodie Kulik, et la même chose pour cette affaire, une moitié, on remonte au papa. Et à partir de là, comme le fils pour l'affaire Élodie Kulik était décédé, il y aura l'autorisation d'aller chercher le corps de ce fils. Prélèvement sera fait, tout a été fait à l'IRCGN, au laboratoire, et ça match à 99,999%. C'est-à-dire que c'était bien le fils qui était un des violeurs et tueurs de Élodie Kulik. Voilà. Encore un petit mot. En terminant de vous écouter raconter l'affaire Yara, j'ai eu une pensée pour le mari de la maîtresse, Monsieur Bossetti, Monsieur Bossetti a découvert qu'il était cocu. Et qu'aucun de ses enfants n'était à lui. Voilà. Et il les avait tous reconnus. Et donc il les avait reconnus. Merci beaucoup. À vous. Je ne pouvais pas ne pas vous demander votre avis ce soir. C'est Michel Fourniret, il est décédé. Mais c'est un type qui m'a marqué énormément dans ma carrière. Il m'a poursuivi pendant 20 ans, 22 ans. La première fois que je l'ai rencontré, c'était en Belgique. Il était poursuivi pour des faits qui ont été jugés à Charleville-Mézières, pour 7 ou 8, je crois, si je me souviens bien de mémoire, assassinats de jeunes filles, essentiellement d'ailleurs. Et je l'ai vu pendant 9 heures, la première fois, parce que en Belgique, l'administration pénitentiaire, il n'y a pas de couvre-feu. Donc on peut rester très très longtemps. Voilà. Et au bout de 3-4 heures, il s'était délecté à me raconter ses crimes, si vous voulez. Alors, il y a 2 postures pour un expert quand on rencontre ce genre de personnage. Soit, effectivement, on a une posture en disant « c'est moi le sachant, c'est moi le docteur, c'est moi qui sais, c'est moi qui pose les questions ». Mais ça ne marche pas avec ce type de personnage. Ça ne marche pas. Il faut avoir une posture, en fait, de maître à élève, en sachant que le maître, c'est pas celui à qui on pense. C'est-à-dire qu'il faut qu'il pense absolument que c'est lui le maître, en quelque sorte. Et à ce moment-là, on arrive progressivement, il faut le temps, à rentrer un petit peu dans sa tête. Et au bout de 3 heures, je prenais des notes, etc. Et à un moment donné, je regarde ses mains. Alors, je ne sais pas si vous voyez qui est Michel Fourniret sur le plan physique. C'est un petit pépère, et qui a des énormes mains. Il a étranglé la plupart de ses victimes. C'est ça. Et il faut que vous sachiez que sur les dossiers que j'avais, en tous les cas, il avait étranglé à peu près les 3/4 de ses victimes. Étranglé. Donc, médecin légiste dirait que pour étrangler, il faut quand même s'en occuper sérieusement. Ça ne dure pas 30 secondes, quoi. Avec des énormes mains. Je regarde ses mains, et il sait très bien à quoi je pense à ce moment-là. Il le sait très bien. Parce que ce sont des gens qui ont une intelligence intuitive. C'est-à-dire qu'il va repérer tout de suite une faiblesse chez moi. Évidemment. Donc là, il me dit, monsieur l'expert, si vous me parlez de mes parents, si vous me posez des questions sur mes parents, je vous étrangle. Bon. Oui. Petit moment de solitude. C'est en Belgique. C'est comme au cinéma, si vous voulez. C'est-à-dire que, alors oui, en plus, quand j'examine ce type de personnage, en général, ils ont des menottes, ils sont entravés, etc. Moi, je fais tout retirer. Et je demande au gardien qu'il retire tout simplement pour avoir une relation de face à face ou de corps à corps, si vous voulez. En tous les cas, à ce niveau-là. Donc, effectivement, il était en face de moi. Je regarde le gardien qui nous surveille à travers une vitre. Et il avait une petite propension à somnoler, si vous voulez. Donc, là encore, autre moment de solitude. Et en fait, je me dis,
Parce que tout à l'heure, on parlait aller sur le terrain, c'est la réalité, la vérité, le terrain. Moi, le terrain, c'est l'autre, en quelque sorte, et c'est d'aller dans sa tête. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me dis, j'y vais ou j'y vais pas? J'y vais. Rassurez-vous, je suis encore là, hein, mais j'y vais. Et à ce moment-là, il me regarde droit dans les yeux et il me dit, monsieur l'expert, et il me parle de ses parents pendant 2 heures. Vous voyez, c'est ça le sadisme du pervers, en termes de diagnostic. C'est-à-dire qu'il a repéré tout de suite la fragilité chez moi, et il s'est absolument infiltré. Et c'est lui qui pense qu'il est tout puissant, en quelque sorte. Histoire demain qui se termine 15 ans après, avec le même Michel Fourniret, que je revois à la demande d'un autre magistrat instructeur pour une autre affaire sur Versailles. Je le revois en 2018. On se connaît. On a même échangé des relations épistolaires, etc. Enfin, voilà. Et ça faisait 5-6 heures que j'étais avec lui, et j'étais fatigué. Il avait 78 ans à l'époque. J'étais fatigué, et il l'a repéré tout de suite. Il me dit, monsieur l'expert, vous êtes fatigué, on va peut-être arrêter. Et alors, est-ce que vous avez encore des questions? Ce qu'il faut également que vous sachiez, c'est pas de la fascination. Ce sont des gens, quand on les interroge, en tant que psy, en tous les cas, qui sont très courtois. Vous voyez? C'est pas des monstres comme ça qu'on peut fantasmer comme ça par rapport à ce qu'ils ont commis. Hein. Et donc, je lui dis, bah oui, je suis fatigué. Donc à ce moment-là, je rassemble mes affaires, il se lève, il passe devant moi, et juste avant de passer devant moi, avec sa main, il me la met sur l'épaule, comme ça. Vous voyez, et il me dit, bon retour. Bon. Je prends mes affaires, je repars à ma voiture. Il faut que vous sachiez que quand on examine ce type de personnage, il faut un sas de décompression. Hein. On ne peut pas repartir tout de suite. Hein. Alors en principe, j'aime bien les bons restaurants, mais bon, ça dépend de l'heure à laquelle j'y suis. Et donc là, manifestement, je me dis quand même, c'est incroyable. J'ai encore le souvenir de la main de Fourniret, quand on sait ce qu'elle a fait, si vous voulez, sur mon épaule. Et c'est tout à fait véridique. Hein. Je vous en parle là, je sais que vous le répéterez pas. J'ai pensé à la main de mon père. Vous voyez, il faut vraiment que j'aille voir un psy, hein, parce que c'est quand même grave. Hein. Ouais. Pourquoi? Tout simplement parce que mon père, quand j'étais petit, il me mettait sa main sur l'épaule, mais c'était pour me protéger, si vous voulez. Ouais. Et je me suis dit, quand même, c'est incroyable. Tu fais une association entre la main de ton père et celle de Fourniret. Voilà. Alors, je peux vous dire qu'on y laisse des plumes quand même. Hein. Alors, je vous repose la question sous une autre forme que je vous posais tout à l'heure, sur les points communs éventuellement entre les différents serial killers que vous avez rencontrés. Oui. Et je précise, est-ce qu'ils ont dans leur enfance des points communs? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y en avait un certain nombre. Ce que j'ai surtout repéré par rapport à cette question, c'est tout ce qui tourne autour de la sexualité. Alors, vous allez dire, c'est un peu banal, parce que c'est quand même un besoin vital, évidemment. Hein. Pierre Chanal, pour ceux qui connaissent l'histoire criminelle, ça fait quand même quelques années. Hein. Homosexualité, j'ai absolument rien contre les homosexuels, mais totalement sadisés. Il ne pouvait pas avoir des rapports homosexuels s'ils n'étaient pas sadisés, en tous les cas, compte tenu de son histoire d'enfance, évidemment. Chronologiquement, après, c'est Francis Holm, ce qu'on appelle le routard du crime. Hein. Et lui, il était impuissant. Donc, en fait, il tombait dans des espèces d'errances comme ça, un petit peu criminelles. Il s'alcoolisait fortement, il fallait qu'il passe à l'acte, en quelque sorte, pour compenser, en quelque sorte, cette impuissance. Hein. Le couple Fourniret, c'est très connu aussi, c'est ce qu'on appelle le mythe de la virginité. C'est-à-dire qu'il considère qu'une femme qui n'est pas vierge, je m'en excuse auprès de toutes les femmes qui sont ici, est vénale, hein, et donc elle n'est pas digne d'intérêt. Donc il avait une espèce de fantasme comme ça, il partait à la chasse pour trouver des vierges. Tout à l'heure, je crois qu'on a parlé de Jacques Ranson, oui. Que j'ai également examiné. Jacques Ranson, alors c'est par rapport aux conditions d'éducation. Hein. Il était très complexé, etc. Et il avait un problème de virilité, hein, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il ne donnait jamais satisfaction à ses partenaires.
Et au lieu, j'allais dire, d'en parler avec sa partenaire ou d'aller voir un psy, en quelque sorte, vous voyez, lui, en fait, il partait à la chasse, il prenait une voiture et il accostait une jeune femme, etc., en général du même profil, hein, et à ce moment-là, il la violait, il la tuait, quoi. Oui. Et puis Non, le dernier, je pense oui. Pardon, je ne savais pas que vous aviez un dernier. Le dernier, il n'est pas considéré comme un tueur en série. C'est actuellement en tous les cas, mais il est en pleine forme. C'est le Landais. Oui. Hein, où là aussi, c'est une espèce de déplacement comme ça, toxicomaniaque en ce qui le concerne. C'est-à-dire que il était extrêmement dépendant de la drogue à des moments donnés, de l'errance comme ça, toxicomaniaque, et avec également une sexualité très exacerbée. C'est-à-dire que ça partait dans tous les sens, quoi. Est-ce que les expertises que vous menez, vous en avez mené près de 15 000, je crois. Oui. Alors, pas que sur des tueurs en série, évidemment. J'ai examiné aussi beaucoup de victimes. Mais est-ce que la fréquentation de ces tueurs en série vous met quelque part en échec ou dans la possibilité de comprendre est-ce qu'ils ont, par leurs réponses, dans les conversations que vous avez eues avec eux, est-ce qu'ils ont livré une partie de leurs secrets ? Je crois pas. Enfin, le but n'est peut-être pas de trouver les secrets non plus. Non, moi je suis pas là pour ça. C'est-à-dire, je les interroge pas en quelque sorte. Hein. Ouais. Moi, je suis dans l'écoute. Hein. C'est un travail d'écoute essentiellement. Je suis une espèce d'éponge. J'absorbe. Et puis. Vous enregistrez Non, je prends des notes. Parce que je suis un vieil expert. Ouais. Et par contre, c'est aussi. Ouais. Tout à l'heure, on parlait de procès de cour d'assises. C'est très important, la cour d'assises. Moi, j'ai repéré, par rapport à l'histoire criminelle, j'ai repéré que depuis à peu près 15-20 ans, les familles, il y avait un représentant hier des familles, hein, l'association des familles, les familles sont beaucoup plus considérées dans les cours d'assises. Avant, elles étaient beaucoup moins considérées. Et quand nous, on dépose à la barre de la cour d'assises, puisque quand on examine un criminel, après, après, la temporalité, c'est 2 ou 3 ans après, hein, à peu près, en moyenne. Et moi, je suis extrêmement soucieux d'avoir un discours très, très simple, très compréhensible par rapport aux jurés populaires, déjà, et également par rapport aux familles. Parce que, à chaque fois que vous avez des interviews sur les familles dans les procès, qu'est-ce que vous entendez ? On veut savoir pourquoi. On veut savoir pourquoi. Alors, j'ai fait également à peu près plus de 1000 ou 1200 procès d'assises. Sur les procès qui ne concernent pas les tueurs en série, j'essaie d'expliquer l'inexplicable, pour répondre à votre question. Mais il faut faire preuve d'humilité, je ne sais pas grand-chose. Hein. Ce que je sais sur les tueurs en série, par contre, dans les procès des tueurs en série, et dernièrement au niveau du procès de Monique Olivier, enfin, entre autres, hein, c'est que les familles, et je m'en excuse auprès des familles, n'auront jamais de réponse à leurs questions. Il faut le savoir. Moi, je le dis haut et fort. Hein. Pourquoi ? Tout simplement parce que, en ayant écouté les tueurs en série, je me rends compte qu'en fait, l'autre n'est pas un sujet, la victime. C'est un objet. C'est l'objet de leur fantasme, en quelque sorte. Mais cette petite fille, ce petit garçon, etc., ou cette jeune femme, n'a pas d'histoire personnelle. Alors que les familles sont complètement enquistées dans l'histoire personnelle, évidemment. Voilà. Mais ça concerne uniquement les tueurs en série. Merci beaucoup, Jean-Luc Poirier. Merci de m'avoir accordé du temps. Le général Daoust et moi, on est persuadés d'une chose. À la fin de ce symposium, de ces 2 soirées, nous allons récidiver. Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup à tous.